Bienvenue dans Design Plus. Beaucoup de designers se demandent quels sont les liens entre la psychologie et l'UX design. Quentin Kunzmann, qui a suivi un parcours de psychologie, va répondre à un certain nombre de mes questions, comme est-ce que la psychologie a un impact dans le design? Comment la psychologie peut nous aider dans la conception d'un produit? Et encore bien d'autres questions. En fait, Quentin va tout vous dévoiler dans cet épisode. Je vous propose de démarrer tout de suite et je vous souhaite une bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Salut Quentin, comment vas-tu? Bien, écoute, ça va et toi, Laurent? Je te remercie, oui, très bien. Alors aujourd'hui, on est avec toi, on va parler de psychologie, d'UX design. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Quentin Kunzmann. Professionnellement parlant, je suis product owner en startup, mais j'occupe des fonctions qui sont assez transverses, qui vont aller du product management au product design. Autrement dit, j'ai un quotidien qui oscille entre recherche utilisateur, gestion de projet avec des développeurs, prototypage, test utilisateur. Et pour ceux qui n'ont vraiment jamais entendu parler de moi, ce qui est, rassurez-vous, complètement normal, je suis également psychologue. Je me suis d'abord spécialisé en psychologie cognitive, en psychoergonomie. Et aujourd'hui, je vais avoir une approche qui est une approche que j'appelle très holistique. Je sais que ça fait un petit peu secte quand je dis ça, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie de mieux comprendre le rapport entre les humains et ce que j'appelle les artefacts du quotidien. Donc j'utilise le mot artefact pour désigner toute création humaine. Donc voilà, que ce soit des choses qui soient tangibles comme un produit, un lieu, ou même intangibles comme un service ou une marque. D'accord. Et est-ce que dans ton métier d'aujourd'hui, de product owner vers le product design, est-ce que tu utilises la psychologie? Alors j'utilise, pas forcément autant que je l'aimerais. Après j'utilise avec par petites touches, par-ci par-là, elle est utile vraiment dans tous les aspects de ce que je peux faire. Mais je l'utilise, on va dire, assez régulièrement quand même. D'accord. Quentin, dans ta présentation, tu nous parlais de tes études de psychologie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les études que tu as faites? Voilà, comment ça s'est déroulé, etc., s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est un cheminement qui est assez drôle, ce qui m'a amené en psychologie, enfin, du moins qui est assez drôle par rapport au recul que j'en ai aujourd'hui. J'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'étais en cours de philosophie au lycée, et on parlait un peu de Freud, de Françoise Dolto, Mélanie Klein, etc. Et j'avais vraiment cette sensation voilà, ces gens ont une compréhension qui est à la limite du magique, de l'esprit humain. Donc c'est à partir de là où je me suis dit, j'ai envie de faire des études de psycho. Et voilà, j'arrive en premier cours de psychologie, je tombe sur un cours de biologie, donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais là?» Il y a un gap entre le côté psychanalytique et puis d'un coup, on se prend quelque chose de très scientifique, très terre à terre, sur la tronche, on va dire. Et voilà, de ça, en fait, j'ai fait 5 ans d'études, donc c'est 5 ans d'études pour arriver à devenir psychologue. Donc c'est aussi faire un stage de 500 heures qui est supervisé par une psychologue référente ou un psychologue référent. Et voilà, pour ce qui est du parcours que j'ai pu avoir, donc c'est une licence, c'est très, très classique, on étudie un peu toutes les formes de psychologie. Ensuite, j'ai fait une première année de master, donc un master de recherche au départ, où je me suis intéressé à tout ce qui était psychologie évolutionniste. C'était comprendre le cerveau un peu au regard de l'évolution. Et puis voilà, j'étais très centré sur ce qu'on appelle la mémoire adaptative, donc vraiment très centré sur des effets qu'on peut avoir en mémoire et qui sont liés à notre héritage un peu de notre héritage évolutif. Et j'ai fait une seconde année après de mon master 2 qui était plus professionnelle,
durant laquelle voilà, j'étais plus centré sur la psychoergonomie, donc c'est vraiment le rapport psychologique qu'on peut avoir au travail. Et puis où j'ai été, voilà, je travaillais sur les comportements à risque et sur la réduction des comportements à risque et donc des accidents du travail avec des agents autoroutiers, pardon. D'accord, ok. Ah, c'est super intéressant. D'accord. Alors, pourquoi voulais-tu aborder ce sujet, s'il te plaît? Bien voilà, vu que je parlais un peu d'approche holistique, voilà, approche holistique des artefacts du quotidien, je me dis que c'est déjà pas mal de pouvoir expliciter cette pensée pour éviter de passer pour un gourou. Et puis outre ça, il y a plusieurs raisons qui me poussent à aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. C'est déjà le fait de reparler de psychologie, parce que quand je dis aux gens que je suis psychologue, j'ai souvent des réflexions du type ah oui, tu vas analyser les gens, tu analyses leur inconscient. Donc c'est vraiment le cliché parfait qu'on peut avoir autour. C'est même pas du psychologue, c'est plutôt même du psychanalyste qui écoute un patient qui est allongé sur un divan. Et puis quand j'explique peut-être plus concrètement ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai une action qui se porte sur l'expérience que se créent les gens lorsqu'ils interagissent avec des produits, des services. J'ai souvent des réactions qui sont assez dubitatives. Donc c'est peut-être même un podcast qui va me servir à expliquer enfin à mes parents ce que je fais dans la vie. Ça leur permettra de comprendre un peu plus pourquoi ils m'ont payé des études de psycho. Mais voilà, du coup, c'est vraiment pouvoir montrer qu'un psy, ça se limite pas à une activité qui soit clinique et psychanalytique. Euh, un autre point aussi, voilà, essayer de redonner un peu de profondeur, un peu de consistance à la discipline qui est l'UX, hein, qui pour moi part des fois un peu, comme je dis, à volo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit vraiment une tendance au visuel d'application, au visuel de site web. On a énormément de monde qui revendique faire de l'UX. Et malgré tout ça, finalement, dès qu'on prononce un peu test utilisateur, méthode, statistique, recherche utilisateur, tu provoques très vite des descentes d'organes chez certains. Donc c'est quelque chose qui est peut-être un peu aberrant quand on sait que l'UX c'est vraiment quelque chose qui est fondamentalement ancré sur des concepts scientifiques, sur de l'humain. Donc voilà, j'aimerais voilà au travers de cet échange montrer un peu que via via quelques exemples, hein, montrer comment la psychologie peut nous aider à appréhender le design dans un contexte de business. D'accord. J'allais arriver à un dernier point qui est peut-être l'idée voilà toujours d'évangéliser, qui est encore une fois un mot de gourou, un peu de secte, mais vraiment évangéliser autour de l'UX euh, pour, je l'espère, un peu voilà limiter les aberrations qu'on peut voir dans certaines offres d'emploi, redonner un peu de place aux personnes aussi qui viennent du monde de la psychologie et dont certaines ont un peu de mal à trouver leur place dans ce domaine. Ce qui est d'autant plus aberrant aussi que l'inventeur même du terme UX est professeur émérite de psychologie cognitive. D'accord, ok. C'est super intéressant. Alors, à ton avis, pourquoi la psychologie est importante dans le design? Bah, déjà, on peut commencer par définir ou redéfinir ce qu'est la psychologie, parce que c'est vrai qu'on voilà, on a pas mal de monde qui en parle, souvent assez mal d'ailleurs, mais puis après à tort ou à raison, mais c'est voilà, ça vient d'une discipline qui est déjà de fait assez large. C'est une discipline qui se veut scientifique, parce que voilà, même si c'est une science molle par son objet d'étude, elle a quand même pour but de décrire, de prédire et d'expliquer le fonctionnement mental. Donc voilà, l'intangible du cerveau, le tangible étant plutôt l'affaire des neurosciences. Et elle cherche aussi à expliquer voilà, les comportements humains, et plus largement même des animaux finalement, de façon assez directe et logique. Voilà, la psychologie va infuser partout où il y a de l'humain. Et donc, voilà, quand on pense design, et encore plus UX design, elle trouve toute sa place. Elle trouve aussi toute sa place au travers du mot même expérience. Quand on vient chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens lors de l'interaction avec un produit, par exemple, cette interaction n'est pas forcément directe, hein, elle débute avant l'interaction, elle se poursuit après avec le souvenir qu'on en garde. Et puis voilà, c'est vraiment une réalité qu'on se crée, une réalité subjective que produit notre cerveau quand on parle d'expérience. Donc finalement, quand on va chercher à comprendre l'humain et de ce fait la psychologie, dans une démarche d'expérience utilisateur, qui est une démarche fondamentalement basée sur de l'humain, sur le fonctionnement de son cerveau, ça me paraît relativement primordial d'avoir ce genre de connaissances. D'accord. Et là, t'as abordé effectivement une partie, mais quelle est sa réelle utilité?
Bah, finalement, quand tu appréhendes le design par le prisme de la psychologie, ce qui est vraiment fascinant d'ailleurs, hein. Par exemple, j'écoutais il y a peu un designer qui parlait du rapport entre architecture et psychologie avec la création d'ambiguïté, voilà, dans la conception de bâtiments. C'est super intéressant. On peut faire vraiment plein de choses, comprendre le monde d'une façon assez différente. Mais la psychologie, elle est relativement importante, si ce n'est, voilà, pour ne pas dire essentielle, hein, dans le design d'expérience utilisateur. Elle nous offre finalement la capacité, l'opportunité d'avoir des outils, des méthodes, mais aussi des connaissances qui vont permettre de mieux comprendre les besoins, les attentes des utilisateurs, mais aussi des clients. C'est une possibilité de comprendre comment les gens perçoivent le monde, comment ils traitent l'information, comment ils prennent des décisions. Ça nous permet de comprendre la motivation, les émotions, qui sont vraiment les deux moteurs de l'action et donc des comportements aussi. On peut aller même au-delà de ces notions, hein, même sur le terrain des sciences comportementales, avec comment on peut mieux comprendre pourquoi les humains se comportent comme ils se comportent, c'est-à-dire comprendre la prise de décision comme le choix d'utiliser, d'acheter ou non ton produit, comment on va surpasser une résistance au changement, comment on fidélise des clients. Et on peut aller même encore plus loin, même si on n'a plus vraiment rapport à l'UX, quand on est dans ces aspects-là, c'est ce que j'appelle peut-être le côté obscur de la force, hein, si on veut, avec tout cet aspect de captation de l'attention, de manipulation, de pouvoir tromper, duper des clients. Mais encore une fois, c'est pas du tout le rôle de l'UX, parce que dans UX, il y a utilisateur, il y a cette dimension humaine, et on met toujours l'humain avant le business. D'accord. C'est super intéressant. Et est-ce que d'après toi, les designers UX doivent avoir un parcours ou des connaissances du coup en psychologie? Alors avoir un parcours, voilà, je pense pas que ça soit forcément obligatoire, ça l'est même pas du tout en fait. Parce qu'il y a plusieurs, même plus, beaucoup de portes d'entrée et de profils très riches, hein, dans l'expérience utilisateur. C'est quelque chose qu'on fait en mode collaboratif. Il n'y a pas, je pense, de bons ou de mauvais profils. Mais voilà, je pense que les connaissances en psychologie restent pour moi un prérequis, parce que déjà, en tant que méthode de conception centrée sur l'humain, ça me paraît un peu aberrant de ne pas connaître son objet d'étude qui est l'humain. Ce qui m'amène à plus largement penser, même à revendiquer qu'on ne peut pas faire du X sans connaissance solide en sciences humaines. Donc c'est encore dans cette dynamique que j'essaie d'évangéliser, hein, ce besoin d'avoir une compréhension profonde de la nature humaine, et puis voilà, dans une perspective peut-être de redéfinir l'UX, et peut-être même plus encore lui redonner ses lettres de noblesse. D'accord. Et petite question, est-ce que tu penses du coup que l'UX et la psychologie, est-ce que c'est des choses qui sont pas assez inculquées peut-être dans des études ou qu'on n'en parle pas assez en France? Peut-être que oui, ça vient d'un problème, on n'en parle pas assez, ou du moins quand on parle du X, on ne parle pas assez aussi de psychologie, on se centre vraiment sur des visuels d'application, des visuels de sites web, Hmm. et finalement on ne parle pas assez de l'humain derrière la technologie. D'accord. Ok. Et pourquoi penses-tu que c'est important de redéfinir l'UX design alors? Bah, finalement, ça revient un peu, ça rebondit sur ta précédente question, hein. Aujourd'hui, on a une réelle tendance à mettre de l'UX partout et de l'humain nulle part. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'UX designers autoproclamés, pardon, ce que j'appelle souvent des UX designers de bureau. C'est-à-dire que voilà, ils vont pas du tout au contact des utilisateurs, ils ne mobilisent pas vraiment de méthode de recherche, ils vont pas faire d'hypothèses, ils ne testent pas, ils n'itèrent pas sur leur travail. Euh, et on a aussi cette UX qui est toujours assimilée au numérique, à la création, c'est ce que je disais, hein, d'interfaces de sites web ou d'applis. Et en quelque sorte, c'est une discipline qui est parfois un peu pauvre, un peu stérile. Et on a perdu cette quête initiale, qui est d'ailleurs peut-être pleinement utopique, hein, mais vraiment de l'expérience et du sens qu'on peut donner aux choses. D'accord, ok, très bien. Donc pour toi, le design UX ou l'UX design est lié à la psychologie? Ouais, intrinsèquement, finalement, l'UX et la psychologie, ça va vraiment ensemble. Et je vais pas voilà, refaire tout un historique dessus pendant des heures, mais d'autant voilà, que j'ai écrit tout un article là-dessus pour ceux que ça intéresse, où je vais revenir sur ce que j'ai appelé l'anamnèse de l'UX,
l'anamnèse étant une référence à l'approche clinique de la psychologie, où on vient chercher à comprendre le passé vécu du patient. Mais en bref, voilà, c'est de se dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a voilà, un grand nombre d'analyses d'accidents aériens par des psychologues qui ont permis de conclure qu'un grand nombre d'accidents résultent directement de la manière dont l'équipement est conçu et de l'endroit où il est placé dans le cockpit. Et donc c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à se dire, bah tiens, ça pourrait être important de ne plus concevoir des choses auxquelles les humains doivent s'adapter et de faire l'inverse, c'est-à-dire concevoir des choses qui sont directement adaptées aux humains. Et donc à partir de là vont émerger des disciplines comme l'ergonomie, les facteurs humains, voilà, toutes celles qui sont assez connues aujourd'hui aussi, comme l'interaction humain-système, humain-ordinateur, mais aussi tout ce qui est conception centrée utilisateur et puis l'UX aujourd'hui, qui est la petite dernière, on va dire. Mais voilà, cette psychologie a toujours eu, et de façon plutôt légitime, une place privilégiée dans toutes ces disciplines-là. Donc finalement, voilà, aujourd'hui, on a, voilà, quand on conçoit des systèmes, des technologies, voilà, ça permet, c'est vraiment tenir compte des caractéristiques et du fonctionnement des êtres humains derrière ça. Donc voilà, quand on va penser UX, c'est penser humain. D'accord. Alors, quand on pense à la psychologie et à l'UX, on pense aussi, pardon, au comportement, mais aussi à l'expérience. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, s'il te plaît? Eh bien, un exemple qui peut être intéressant à traiter, c'est que stratégiquement, finalement, quand on pense psychologie, c'est un peu la science de l'expérience mémorable. Et pour parler d'expérience mémorable, je vais te proposer de réfléchir, et puis proposer aux auditeurs aussi de réfléchir à une expérience de pensée qui est la suivante. C'est de trouver le point commun entre un séjour à Disneyland et une coloscopie. Donc, je vais me lancer tout de suite dans l'explication et l'explicitation de ça, avant que les gens s'imaginent peut-être trop la seconde expérience. Mais ces deux expériences, finalement, du moins dans le souvenir qu'elles nous laissent, sont influencées par une puissante illusion cognitive, finalement. On a, voilà, lorsque nous nous remémorons une expérience, c'est pas vraiment la moyenne de tous les moments, mais c'est plutôt la moyenne de deux de ces moments. Donc, c'est le pic maximal de l'expérience, hein, qui peut être positif comme négatif, avec la joie chez Mickey et la douleur au bloc opératoire. Mais vraiment aussi avec ce pic, on a aussi l'expérience de fin. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on pense expérience, il faudrait même penser quel souvenir je vais laisser à mon utilisateur, à mon patient, à mon client. Donc c'est vraiment voilà, en psychologie, on distingue expérience et souvenir. On parle même de moi expérimentant et de moi mémoriel. Donc on peut dégrader le souvenir d'une expérience simplement en négligeant la fin d'une expérience. Donc voilà, en psychologie, on appelle ça la règle de pic-fin, et même en économie comportementale, parce que c'est plutôt dans ce domaine-là où on en parle le plus. D'accord. L'exemple est étonnant, mais au moins c'est concret et c'est super intéressant. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça peut donner alors? Bah, concrètement, imaginons que voilà, on possède un hôtel à Los Angeles et qu'on se dise, bah tiens, j'aimerais lui faire atteindre le podium des classements, dans le classement des meilleurs hôtels. On pourrait se dire, bah, je vais demander à mes clients, qu'est-ce que vous voulez dans l'hôtel pour attribuer de meilleures notes. Donc forcément, les gens vont me dire, je veux une plus grande piscine, je veux des super toboggans, etc., des chambres plus grandes, plus luxueuses. Et si on les écoute, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas tort de dépenser autant d'argent pour atteindre une bonne place dans les classements des meilleurs hôtels de Los Angeles? Donc voilà une chose qui a été faite par un hôtel et qui a été faite peut-être de façon non délibérée, hein. Donc c'est un hôtel qui a utilisé cette règle de pic-fin. Encore une fois, est-ce que ça a été fait de leur plein gré ou pas? Mais en tout cas, c'est intéressant à observer. Donc c'est un hôtel qui voilà, a créé un pic fort en fait dans le séjour de leurs clients avec quelque chose d'absolument pas coûteux du tout. Ils ont intégré près de leur piscine ce qu'ils ont appelé une pop cycle hotline. Donc, qu'est-ce que c'était? En gros, c'était un téléphone rouge au bord de la piscine. Et voilà, PopCycle, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, c'est une marque de glace qui est très connue aux États-Unis. Donc, ils avaient ce téléphone rouge au bord de la piscine, et quand les gens décrochaient ce téléphone, on avait un employé de l'hôtel qui répondait simplement PopCycle Hotline, j'arrive tout de suite. Et on voyait comme ça un petit employé de l'hôtel qui arrivait avec des petits gants blancs, petite tenue de majordome à l'anglaise, petit plateau d'argent, avec des glaces gratuites. Et finalement, cette expérience-là, ce pic dans l'expérience qu'est le séjour à l'hôtel,
Voilà, on avait avec ça plus d'autres moments, hein, finalement. Il n'y avait pas que celui-ci, parce que tout le monde n'utilisait pas cette Pop Cycle Hotline. Mmh. On avait aussi, par exemple, à l'hôtel des menus jeux films qui étaient aussi gratuits. On avait parfois des magiciens dans le hall d'entrée, etc. Mais en fait, les différents moments qui étaient mis dans cet hôtel, ça constituait des pics qui permettaient de transformer une expérience qui était globalement moyenne, voilà, qui était dans un hôtel qui avait une piscine qui était relativement standard, des chambres qui étaient aussi plutôt quelconques. Et le fait d'intégrer en fait ces pics dans l'expérience, on transformait les séjours en un séjour mémorable. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Et du coup, euh, d'après toi, pourquoi est-ce que les gens, les personnes ont besoin d'avoir une expérience mémorable? Bah, disons qu'on est assez souvent quand on crée des produits, des services, on est assez souvent dans cette dynamique de compétition. Où on est beaucoup à proposer le même produit, le même service. Et donc, le fait de proposer des expériences mémorables, ça offre un atout qui est non négligeable. Donc, ce qu'on pourrait tirer de cet exemple, c'est que l'utopie de l'expérience utilisateur, l'expérience parfaite, désirable, émotionnellement positive, engageante, etc. On peut en fait jouer sur cette stratégie où on exploite des moments que sont le pic et le moment de fin. Et puis voilà, c'est jouer sur des moments de surprise, de connexion, de sociabilité, de fierté, etc. Et voilà, on va aussi essayer de s'efforcer de soigner la fin des expériences pour créer ces expériences qui deviennent finalement mémorables. Et cette approche peut-être stratégie de l'expérience, elle s'étend même à l'expérience client, hein, quelque chose d'un peu plus global que l'expérience utilisateur, ou chercher à combler des fossés énormes pour satisfaire des clients insatisfaits, c'est aussi une erreur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est maximiser les pics, combler ce qu'on pourrait appeler les nids de poules pour lisser peut-être un peu l'expérience. Et cette stratégie, elle est beaucoup plus rentable pour une entreprise. C'est-à-dire que si tu essaies de faire passer les notes de tes clients de 4 à 7, c'est beaucoup plus rentable que d'essayer de te concentrer sur des clients qui te mettent une note de 1 et auxquels tu vas essayer de tirer une note de 3 ou 4. D'accord, ok, je comprends. Et alors, comment, tout à l'heure, tu avais commencé à en parler un petit peu, comment la psychologie peut-elle nous aider dans la conception d'un produit alors? Ouais, bah, quelque chose que j'aime bien dire, c'est que le succès d'un produit, des fois, il ne tient qu'à un œuf. Pour imager un peu, pour expliciter un peu ça, voilà, la psychologie, elle intervient même dans la façon de concevoir et de penser un produit. On pense par exemple à l'acceptabilité de quelque chose. Mais il y a deux exemples qui sont assez parlants. Ça a été quand les entreprises ont essayé d'intégrer sur les marchés le café soluble et les préparations de gâteaux toutes faites. Donc on a ça, les deux sont arrivés à peu près au milieu du XXe siècle, hein. Donc par exemple pour les cafés solubles, donc désolé, je vais utiliser le terme de ménagère, je sais que ça se dit pas, mais à l'époque on les appelait comme ça. Mais voilà, à l'époque on demandait aux ménagères pourquoi vous n'achetez pas de café soluble. Donc elles répondaient bah il est moins bon que le café moulu, donc on n'en achète pas. Et pourtant quand on fait des tests, quand ils faisaient pardon des tests à l'aveugle, en fait c'est un café qui était tout aussi bon, voire meilleur. Donc ce qui étonnait les gens, c'est que voilà, c'est peut-être ce gap entre le fait de dire qu'il est pas bon alors que dans la réalité, il le trouve tout aussi bon. Donc pour mieux comprendre en fait ce qui se passait à ce niveau-là, on a utilisé, enfin les gens dans le marketing ont utilisé des méthodes qu'ils ont adaptées en fait, des méthodes projectives qu'on avait en psychologie. Et on a demandé à des ménagères de juger de la personnalité d'une autre ménagère en fonction de sa liste de courses. C'est-à-dire qu'en gros, on avait deux listes de courses qui étaient en tout point similaires, sauf le café à la fin qui était marqué soit café soluble ou café moulu. Et quand on leur demandait d'estimer ou d'expliquer, peut-être de juger de la personnalité de l'autre ménagère, celle qui achetait du café soluble en fait était perçue comme plus feignante ou moins capable de gérer les achats d'un ménage. Donc voilà, finalement, il y avait quelque chose peut-être d'ancrer un facteur psychologique qui les freinait à acheter pour ne pas passer pour quelqu'un de feignante ou pour quelqu'un incapable de gérer les finances du ménage. D'accord. C'est vraiment incroyable quoi le résultat des études quoi. Je suis vraiment très étonné. Ouais, bah, toujours assez surprenant quand on va chercher et creuser un peu plus loin dans la nature humaine.
Et on a aussi un peu le même exemple, hein, dans les années 50 toujours, une entreprise pareil qui voulait vendre pardon, des préparations de gâteaux toutes faites, où il suffit d'ajouter de l'eau, de mixer, et puis on avait un dessert qui était bon et qui, pareil, dans les tests à l'aveugle, en fait, les clients disaient qu'il était même parfois meilleur qu'un gâteau classique. Et pourtant, les gens ne l'achetaient pas, alors que pourtant, voilà, ça fait économiser du temps, on s'embête moins, etc. Et pareil, là, c'est des gens qui sont dans le marketing, qui vont utiliser aussi un peu une approche psychologique, parce que marketing et psychologie, il y a quand même un gros parallèle entre les deux. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, donc je vais le laisser de côté. Mais voilà, pour en tout cas que les gens puissent acheter ce produit, ce qu'il a été fait, c'est qu'on a demandé au cuisinier en herbe, hein, d'ajouter un œuf dans la recette et non plus ajouter que de l'eau. Et en fait, ce simple changement a permis de créer un produit, voilà, le produit qui connaît aujourd'hui un certain succès. Et pour comprendre qu'est-ce qui a changé finalement quand on ajoute un œuf à la recette plutôt que rien, ou voilà, si ce n'est que de l'eau, c'est que même si le gâteau a une valeur intrinsèque qui lui est propre, hein, c'est-à-dire qu'il était bon, les clients en fait n'avaient pas le sentiment d'avoir accompli quelque chose et en fait n'allaient pas créer de lien émotionnel avec le produit. C'est-à-dire que tout à l'heure je parlais par exemple de fierté, d'accomplissement dans l'expérience mémorable, et ben là on est typiquement dedans. Donc même si ajouter un œuf, c'est pas faire la pâtisserie soi-même, on a tout de même voilà, quelque chose qui permet aux utilisateurs d'avoir ce sentiment d'accomplissement, de fierté quand ils servent le gâteau à leur famille, par exemple. D'accord, c'est intéressant parce que tout à l'heure je regardais une vidéo de quelqu'un qui parlait d'un des papes du marketing avec la fameuse expérience du trou et de la perceuse. Et en fait, il expliquait qu'il fallait pas vendre ce pape-là. Il fallait pas vendre juste la perceuse, mais surtout, il expliquait quel était l'intérêt de la perceuse et le bienfait que ça allait apporter. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah l'approche par les jobs to be done, ça allait au-delà de ce que les gens font. Qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir au-delà du produit ou du service. Et voilà aussi, on a ici cette notion un peu, cette dualité entre la désirabilité, voilà, et puis l'impact que peuvent avoir des facteurs psychologiques. Voilà, ces facteurs qui peuvent prendre l'ascendant hein, sur l'utilité. Par exemple, gagner du temps, faire moins d'efforts. On pourrait se dire que c'est ce que les gens cherchent, mais finalement, il n'y a pas que ça dans ce qui est recherché. Hmm. Voilà, et puis quand on repense aux exemples dont je parlais, voilà, les designers avisés penseront peut-être à l'effet Ikea, hein, parce que c'est un peu l'effet Ikea avant l'heure. Cette tendance, on s'approprie peut-être plus les choses dans lesquelles on a investi du temps, ou du moins un peu plus de temps, ou dans lesquelles on a peut-être donné de l'énergie pour faire quelque chose. Et puis voilà, c'est aussi cette approche un peu par le design émotionnel, le niveau réflexif qu'on peut avoir hein, autour d'un objet. D'accord. Effectivement, c'est peut-être que chez Ikea, si tu avais un monteur professionnel, entre guillemets, qui viendrait t'accompagner, monter le meuble à ta place, peut-être que tu trouverais finalement, ben, l'utilisateur trouverait moins de satisfaction que si c'est moi qui l'ai monté, quoi. Oui, exactement. Je pense que enfin, c'est même pas. Je pense, les études montrent que voilà, quand on donne de son énergie à construire quelque chose, on y accorde toujours beaucoup plus d'importance, beaucoup plus d'intérêt. Hum, tout à fait. Et alors tout à l'heure, tu parlais un petit peu des produits et c'est vrai il y a tellement de produits aujourd'hui qui se ressemblent ou qui sont comparables que c'est difficile de rester fidèle à un produit ou à une marque. Et en quoi alors la psychologie peut-elle aider dans la conception? Donc ta question, elle soulève un paradoxe, puisque voilà, le surplus de produits semblables, pardon, va nous inciter à pas vraiment rester fidèle à une marque, à une entreprise. Ce qui d'ailleurs justifie d'une certaine façon la guéguerre sur les prix hein, qu'on peut avoir. Et en même temps, elle soulève cette notion de complexité qu'ont les marques et les entreprises à créer un véritable lien avec leurs utilisateurs, avec leurs clients. Mais on a quand même une tendance aussi assez naturelle à rester fidèle pour les mauvaises raisons. C'est ce qu'on pourrait appeler la fidélité de la flemme. Hein. Par exemple, on va rester fidèle à une marque, même si elle fait les choses moins, ou à un produit, hein, même si ça fait les choses un peu moins bien qu'un autre. Et puis voilà, en tant que designer, quand on conçoit une solution à destination du grand public, on souhaite avant tout que les gens
s'approprient ou achètent, utilisent en tout cas notre produit, notre service. Mais malgré tout, quand des solutions existent déjà, un des grands freins, c'est vraiment le changement et puis cette fidélité de la flemme. Les gens vont pas vouloir changer alors qu'ils ont déjà quelque chose qui fait le même job. Hmm. Et la psychologie ici peut nous aider à comprendre ce phénomène et donc le pourquoi finalement on va rester fidèle à un produit qui fait moins bien les choses ou un service qui fait moins bien les choses. Donc voilà, ça va être cette tendance à persévérer dans une relation qu'on a, par exemple avec nos opérateurs téléphoniques, hein. Je pense que c'est des exemples très parlants. Absolument. On en a toujours qui font la même chose pour moins cher, mais on a la flemme de se déplacer en boutique pour rechanger, faire des contrats, et cetera. Et donc voilà, s'il y a bien quelque chose qui nous rebute, qu'on évite naturellement, c'est le changement et puis c'est les efforts aussi accessoirement. Et puis voilà, l'être humain, comme la plupart des animaux d'ailleurs, a vraiment une véritable aversion au changement. Donc, en économie comportementale, par exemple, on appelle ça le biais de statu quo, hein, qui a cette tendance plus ou moins forte à rester dans une situation actuelle et de refuser le changement, même quand celui-ci est avantageux. Donc c'est donc ce biais cognitif, d'ailleurs entre autres, hein, puisqu'on peut penser par exemple au biais des coûts irrécupérables, mais c'est donc voilà, ce biais de statu quo qui va faire enrager Monique, hein, quand on lui change son logiciel de comptabilité, qui va freiner les gens à passer de l'iPhone à un Android, de Spotify à Deezer, et puis voilà, potentiellement de changer de prestataire, d'opérateur téléphonique, voire même de conjoint finalement. D'accord, c'est intéressant. Donc ça veut dire que les biais sont entre guillemets un danger pour les designers. Et pourquoi et comment les designers peuvent combattre ce biais, par exemple, le biais de la flemme. Ouais, bah, c'est vrai que cette fidélité de la flemme, hein, c'est vraiment un ennemi des designers. C'est pourquoi les gens changeraient-ils pour un nouveau produit, un nouveau service, alors qu'ils ont déjà quelque chose qui fait la même chose, même en un peu moins bien. Donc voilà, on peut aller chercher derrière ce phénomène. On a quand même des mécanismes psychologiques qu'on peut chercher à combattre pour provoquer le changement. Donc on va avoir par exemple tout ce qui est incertitude, hein. On va essayer de démontrer aux gens qu'il s'agit du bon choix quand il va falloir changer de produit ou de service. Ça va être pour le designer de limiter au maximum l'apprentissage initial, hein, donc de limiter les efforts d'adaptation. Donc pour ça, il va pouvoir essayer de mieux comprendre le modèle mental de l'utilisateur. Il va pouvoir utiliser les mêmes codes, les mêmes patterns existants, c'est-à-dire que voilà, si on compare des applications qui ont relativement le même service, souvent on retrouve un peu la même structure. Donc c'est pour limiter justement cet effort d'adaptation. On a tout ce qui est autour des coûts irrécupérables, hein, qui vont limiter notre perception des bénéfices du changement. C'est lié aussi à l'aversion à la perte, qui est un autre biais cognitif. Donc pour ça, le designer va essayer de montrer aux gens qu'ils perdent encore plus à ne pas s'engager avec notre produit. On a aussi cette nature sociale, hein. On peut s'appuyer sur des avis clients, des témoignages de early adopters. Donc ici, voilà, celui qui a le regard un peu avisé pourra dire oui, pour être encore plus dans la manipulation, on peut jouer de la preuve sociale dans un contexte d'incertitude. Là, voilà, après, on peut jouer comme ça sur ces petites choses-là pour attirer les clients et puis pour les convaincre de venir utiliser notre produit, notre service. Puis on a aussi voilà, peut-être la volonté de garder le contrôle, hein, qui est typiquement humaine. C'est-à-dire que quand on conçoit un produit, un service, qu'on essaie de le vendre, il faut montrer aux gens que voilà, c'est possible de pouvoir résilier, annuler, renvoyer si on n'est pas satisfait. C'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup, hein, avec beaucoup de services aujourd'hui, même si souvent c'est uniquement en apparence, hein, qu'il est facile de pouvoir résilier ou annuler. On le voit par exemple avec certains abonnements de sites e-commerce très connus qui poussent à ça. D'accord, ok. Eh bien, merci beaucoup. Quentin, nous arrivons à la conclusion de cet épisode et je voudrais te poser des questions. Et la première, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer, s'il te plaît? Alors même si je suis loin d'être le seul, hein, ce qui me différencie, c'est vraiment cette volonté de comprendre l'humain, non seulement dans ses comportements, dans sa façon de fonctionner. C'est-à-dire, voilà, je vais essayer de comprendre comment il perçoit, il comprend, il interprète, il interagit avec son environnement. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui est assez différenciant par rapport à d'autres designers, mais surtout les plus classiques.
Et au-delà de la psychologie, je sombre parfois un peu dans des grands questionnements philosophiques, hein, sur l'humain, sur son rapport au monde, sur le rapport à la technologie. Et voilà, couplé à une certaine passion que je peux avoir, par exemple, pour la cosmologie, hein, je me garantis quelques vertiges existentiels, mais bon, si ça peut être rassuré, je prends mes cachets et mon état mental ne semble pas s'aggraver. C'est quoi la cosmologie? Tu peux nous dire un peu plus? C'est tout ce qui est lié un peu à la création de l'univers, par exemple. D'accord, ok. D'accord, ça doit être vraiment passionnant et ça doit être d'avoir beaucoup de choses écrites, vues, à lire, etc. Non? Ouais, bah après, je suis même pas sûr de tout comprendre, hein. Ça m'intéresse, mais c'est d'une complexité quand même assez importante. Ouais, Donc, je suis toujours en phase de compréhension des bases. d'accord. Ok. La deuxième question, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans? Alors, c'est vrai que le gros avantage quand tu appréhendes l'UX ou même peut-être plus largement le design via le prisme de la psychologie, c'est que les connaissances sont relativement durables. Si demain les modes graphiques changent, les technologies changent, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est l'humain, dans ses besoins, ses facultés, ses mécanismes cognitifs. C'est des choses qui ne changeront pas, c'est des choses qui resteront sensiblement les mêmes, puisque voilà, l'évolution, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. À titre d'exemple, voilà, notre cerveau n'a pas vraiment évolué par rapport à celui de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'une personne qui a vécu il y a 50 000 ans n'était pas très différente, hein, d'un point de vue cérébral de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, même si forcément il y a des mécanismes comme la lecture, etc., qui sont venus depuis, mais c'est simplement du recyclage d'autres structures. Donc voilà, notre façon de percevoir le monde, d'être influencé, nos besoins fondamentaux comme notre nature particulièrement sociale, c'est des choses qui ne vont pas changer. Donc j'ose croire qu'investir de son temps euh, à mieux comprendre l'humain, c'est vraiment un temps qui est particulièrement bien investi puisque c'est une connaissance qui est très durable. Autre question, Quentin, quel épisode de Design Plus as-tu le plus aimé et pourquoi, s'il te plaît? Alors ma réponse, elle va être un petit peu biaisée par un effet de récence, puisque c'est, je crois, les deux derniers que j'ai écoutés. Mais j'ai deux épisodes, hein, qui m'ont marqué. C'est celui de Benjamin Ricci sur l'utilisation des Lego. Non seulement parce que j'aime beaucoup, hein, l'univers de la brique, et puis voilà, je trouve que la capacité de ce médium, hein, qui se résume à des petits bouts de plastique, sa capacité à pouvoir mettre en forme notre pensée dans le monde réel avec un côté très ludique, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment aussi des méthodes auxquelles j'aimerais peut-être me former. Et il y a un second podcast, hein, que j'ai particulièrement apprécié. Et je pense que pour ceux qui me connaissent un petit peu, ça les surprendra pas du tout. Et c'est celui de Célia Audan. Euh, Parce que inévitablement, puisque c'est une professionnelle déjà qui m'inspire, mais aussi qui parle de jeux vidéo, du X et de cerveau, forcément pour moi c'est un peu le cocktail parfait. Je me doutais que tu allais donner cette réponse. Et, est-ce que tu penses que on peut utiliser les briques Lego en psychologie, par exemple? Ou est-ce que peut-être que ça s'utilise déjà d'ailleurs? Bah, j'ai aucune idée de si on peut les utiliser dans des contextes qui sont très précis. Je sais qu'il y a quand même un lien entre l'activité cognitive qu'on peut avoir et puis les briques. Je saurais plus l'expliquer, mais je crois que Benjamin en a parlé dans son podcast, Hmm. il me semble. Donc je pense que je l'expliquerai pas mieux que lui, donc je vais pas me lancer là-dedans. Ah oui, tout à fait. Il en avait parlé Oui, je crois que même pour des enfants autistes ou des choses comme ça, on peut l'utiliser effectivement. peut-être, mais c'est dans ma to-do d'investiguer ces questions-là. Très bien. Et pour conclure, si tu avais donc un seul conseil à donner à nos auditeurs, quel serait ce conseil, s'il te plaît? C'est, je pense, le conseil que je donne à chaque fois où voilà, il y a des personnes qui viennent me questionner, c'est toujours en fait d'être dans cette posture d'apprendre, apprendre et toujours apprendre, hein. Quand on est un peu voilà, dans cette démarche du X, de psychologie, etc. C'est tellement peut-être pluridisciplinaire même que voilà, cette quête de la connaissance, elle est particulièrement intéressante. Elle va nous pousser à une ouverture d'esprit, mais aussi à avoir une posture peut-être plus humble et plus critique par rapport à ce qu'on fait. Et puis voilà, d'expérience personnelle, c'est vrai que plus je découvre,
plus je me rends compte de ce qui reste à découvrir, donc c'est presque parfois frustrant. Mais voilà, parallèlement à ça, on se rend compte aussi que designer, c'est pas quelque chose qui est anodin, que c'est indispensable d'avoir un recul, voilà, sur nos choix, pour avoir une posture qui sera plus éthique. Parce que voilà, il faut quand même garder en tête que ce que l'on conçoit, c'est aussi voilà, avoir un impact dans la vie des gens. Puis voilà, si je peux me permettre de rajouter un conseil, c'est de me suivre sur LinkedIn et puis voilà, de lire mes articles Medium. Il n'y a pas de problème pour l'auto-promo. Merci beaucoup Quentin d'être intervenu dans mon podcast Design Plus. C'était vraiment très sympa, c'était vraiment très inspirant. Et puis j'ai beaucoup aimé les exemples de la coloscopie et de Disneyland et de l'expérience mémorable. C'est vrai que c'était très intéressant les exemples. Voilà, je te remercie encore d'être passé ici. Et puis peut-être que tu repasseras une autre fois pour parler d'un autre sujet. Mais encore, merci à toi. Eh bien, merci à toi aussi, Laurent, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler de ce qui me passionne. Et puis, avec plaisir pour rediscuter une autre fois ensemble. J'espère que cette première partie d'interview vous a plu. Surtout, ne manquez pas la seconde partie avec l'épisode interactif dans lequel Quentin répond aux questions que vous lui avez posées sur LinkedIn. L'épisode interactif est déjà en ligne. Je vous invite donc à l'écouter maintenant. N'oubliez pas de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner car je vous réserve des épisodes inédits en juillet et août 2022. Merci beaucoup et à bientôt sur Design Plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. À bientôt!